faire en direct. Allez, on continue de parler donc de cette campagne de la primaire de la droite qui touche à sa fin. Vous le savez, ce deuxième tour, c'est dimanche. Il reste aux deux finalistes quelques heures pour faire la différence. Analyse du débat, décryptage de la journée de François Fillon et d'Alain Juppé et bilan de cette dernière semaine de campagne avec nos invités. Olivia Grégoire, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondatrice du cabinet de conseil en stratégie d'influence Olicard. Et Olivier Roucan, à vos côtés, politologue, bonjour. Et avec nous également Jean-Baptiste Giraud, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef du site économiematin.fr et éditorialiste à Sud Radio. On va d'abord, si vous le voulez bien, nous arrêter sur cette dernière journée des deux candidats. Commençons par Alain Juppé. Il est en route pour Nancy. C'est là qu'il va tenir son meeting ce soir. Mais avant, sur sa route entre Paris et Nancy, il y avait quoi ? Il y avait Colombelles et deux églises. Regardez, Alain Juppé qui s'est recueilli sur la tombe du général de Gaulle. Il a déposé une gerbe de fleurs. Évidemment, le symbole est fort. On l'écoute. En ce moment un peu trouble, c'est toujours bien de se ressourcer, de retrouver ses racines politiques. Les miennes sont gaullistes. Je pense que, tout en tenant compte évidemment du fait qu'on est dans une autre époque aujourd'hui, le message du général de Gaulle reste tout à fait d'actualité. Ce message pour moi il est double. C'est d'abord un attachement charnel à la patrie, à la nation, à la France. Ce patriotisme dont je parlais hier soir dans ma conclusion lors de l'émission. Et puis le gaullisme, pour moi, c'est aussi un humanisme, c'est aussi le gaullisme social. Olivia Grégoire, une image évidemment forte en ce dernier jour de campagne. Qu'est-ce qu'elle peut signifier pour les électeurs de droite qui sont avant tout appelés, eux, à voter dimanche ? Une image évidemment forte, le choix de Colombelles les deux églises est extrêmement important, une image de cohérence. Il n'est pas nouveau qu'Alain Juppé soit un chantre du gaullisme. Une image aussi qui n'est pas quand même très péchue, on a quand même un peu un sentiment d'une légère lourdeur, d'une forme de nostalgie. Le temps n'aide pas, désolé pour la météo, mais voilà, le symbole est extrêmement bien choisi. Est-ce aussi un symbole de modernité ? Le mot, on l'a entendu. Dans quelle mesure cette image est une image de modernité ? On parlera aussi de l'actualité de François Fillon en ce jour d'avant le second tour. Une belle image de cohérence de droite est-elle celle qui adresse la modernité aujourd'hui ? La question est posée. Olivier Roucan. Oui, alors Alain Juppé parle de gaullisme social. Et hier, un des points de clivage a quand même été l'action à mener en matière de santé et de protection sociale. Et là, on a comme un signal qui est envoyé de fidélité à une période du gaullisme lors de laquelle la sécurité sociale a été fondée. Et c'est bien un gaulliste qui l'a créée. Donc on a un Alain Juppé qui fait un peu de triangulation parce qu'il va sur le terrain du séguinisme presque. Et il assure la continuité d'un héritage gaulliste, social. Et en même temps, on a bien vu hier également qu'il voulait incarner l'héritage du chiraquisme, qui, après lui, d'ailleurs, va se répartir un peu partout. Voilà, donc c'est une image symbolique. Il y a de la gravité également dans sa démarche. Alors c'est vrai que c'est pas fun, entre guillemets, mais ça correspond à son identité, à son tempérament, après tout. ADN, donc Alain Juppé sur la tombe du général de Gaulle, alors que François Fillon, lui, ce matin, était dans une start-up française à Paris. L'économie française, son avenir, c'est pas le conservatisme, c'est pas on reste assis sur ce qu'on a et surtout on bouge pas. C'est comment donner un maximum de chance à des entreprises comme De Vialet pour innover et puis ensuite pour commercialiser dans le monde entier. C'est de là que se jouera l'avenir de la France de demain, c'est là que se joueront les emplois. Le conservatisme dont vous parlez, c'est Alain Juppé ? Non, c'est pas du tout le sujet. Le conservatisme, c'est tous ceux qui pensent qu'il faut toucher à rien et puis essayer de gérer la pénurie. En termes d'image, on est complètement à l'inverse finalement d'Alain Juppé, c'est ce que vous disiez. Et juste après, alors on le signale pour être complète dans cette journée de François Fillon, l'archevêque de Caracoche et de Mossoul est venu à son QG de campagne. Ils se sont affichés devant les caméras tous les deux, on le rappelle, pour rappeler la défense des chrétiens d'Orient, qui est l'un des dossiers de François Fillon. Qu'est-ce que ça dit alors pour vous ? Ce que ne dit pas le reportage qu'on vient de voir, c'est que De Vialet, c'est une start-up, une pépite française extraordinaire. Moi, je les ai connus quand ils étaient encore dans leur appartement. Ce sont des Versaillais qui ont inventé cette technologie extraordinaire de son digital d'une qualité dépassant
tout ce que l'on peut imaginer. Ils ont réussi à convaincre Apple d'être vendu dans tous leurs Apple Store. Aujourd'hui, ils viennent de lever, si je me souviens bien, 100 millions de dollars. Ils vont être présents sur la planète entière et ils ont créé cette technologie dans des bureaux à Paris et à Versailles. Et ça, en 4 ans. En 4 ans, ils ont réussi à conquérir le monde avec la référence clairement de l'enceinte audio haut de gamme. Bon, c'est simple. Moi, j'ai 44 ans. Lorsque je vois Alain Juppé qui se rend sur la tombe du général de Gaulle à Colombe-les-Deux-Églises, ça me fait absolument pas vibrer. Je vais vous dire même, ça fait 25 ans au moins que je m'intéresse à la politique. Le gaullisme, j'ai pas encore très bien compris ce que c'était, à part une page de l'histoire de France. En revanche, une enceinte high-tech Bluetooth et Wi-Fi qui est vendue dans un Apple Store, ça me parle. Savoir qu'elle est française, ça me parle. Savoir qu'elle a conquis le monde, ça me parle. Savoir que ça crée des emplois en France, ça me parle. On a deux mondes en opposition complète. Donc finalement, ces deux images symbolisent bien la dynamique qui est d'un côté, celle de François Fillon, alors que Alain Juppé est toujours dans sa stature, dans sa posture présidentielle, mais visiblement, ça ne fait plus tellement recette. On va s'arrêter sur le débat d'hier quand même pour voir comment ça s'est passé et l'analyser là aussi. Il a commencé ce débat évidemment par ces deux candidats qui se sont rejoints devant leurs pupitres respectifs. Évidemment, ils se sont serrés la main. Là aussi, on avait envie que vous la commentiez, cette image. En termes de symbole, elle a été assez brève, presque froide. Surtout, ils se sont serrés la main plusieurs fois et donc ils ont refait plusieurs fois le même sketch en étant lassés. Froide, je ne sais pas. Il faut aussi se mettre un peu dans la posture et dans la position de ces candidats et des équipes qui sont autour. On est quand même sur un débat qui était extrêmement important. C'est un moment essentiel pour ces deux candidats. Il y a énormément de concentration. C'est assez solennel. C'est la première fois que la droite française organise une primaire et donc... il y a quand même aussi toute cette pression. Donc, glacial en termes de communication ou de non-verbal, moi, je ne m'attendais pas nécessairement à une tape dans le dos et à une bise. Donc, je pense que la poignée de main reflète assez bien le débat, d'ailleurs, qui s'est déroulé ensuite, dont certains appréhendaient peut-être qu'il rentre dans une forme de combat de boxe, voire certains dérapages d'Alain Juppé qui n'ont pas eu lieu. Il a été dans sa posture assez ferme, mais en tout cas pas crispé ou agressif ou frontal vis-à-vis de François Fillon, contrairement à ce que certains de ses lieutenants craignaient fortement. Et donc, je trouve que la poignée de main, rétrospectivement, est à l'image du débat qu'on a eu. Cordial, sérieux, assez techno, programme contre programme. Rappelons aussi que ces hommes, dont on essaye aujourd'hui de nous faire présenter de nombreuses différences, sont quand même deux grands professionnels de la politique de la droite française depuis 30 ans, voire plus, qu'ils se connaissent bien, qu'ils ont peu combattu l'un contre l'autre, assez souvent ensemble. Voilà, moi je trouve que cette poignée de main est très représentative de ce qui se passe dans la suite du débat. Mais justement, la suite du débat, c'est vrai qu'il avait commencé par des déclarations de chacun des deux candidats et clairement, dès le début, ils ont joué l'apaisement. Je voudrais vous dire dans quel état d'esprit j'aborde ce débat. François, nous nous connaissons depuis bien longtemps. Nous sommes entrés en politique presque en même temps. Nous avons toujours appartenu à la même famille politique. Tu as été mon ministre et j'ai été le tien. Et tu sais que j'ai toujours eu pour toi de l'amitié et de l'estime. Et je n'ai pas changé d'avis. Ce deuxième tour, ce n'est pas un combat. C'est la présentation des projets de deux hommes qui appartiennent à la même famille politique et qui, je le pense, ont la même éthique de l'action publique. Mais ce débat ne doit pas être celui de la division. Parce que, quel que soit le choix de dimanche, c'est ensemble que nous allons mettre en œuvre le projet que les Français vont choisir. Olivier Roucan, c'était clairement l'après-deuxième tour qui se préparait là, le rassemblement déjà qui était en marche ? Oui, ça pose la question du second tour des primaires. À quoi sert-il ? Parce que là, c'était un duo, un aimable duo. Alors, on prenait le thé dans un salon, finalement. Mais il n'y avait pas, là, le duel. Or, en second tour, ça doit quand même être un combat. Même si c'est au sein d'une même famille politique. Mais oui, parce que sans quoi il faut faire une primaire à un tour, ce sera beaucoup plus clair. En plus, ce sera mieux pour la présidentielle, à mon avis. Parce que là, en l'espace de 7 mois, nous aurons 6 tours avec les législatives incluses. Or, pour la suite, les législatives, c'est majeur. Il y aura donc un taux d'abstention élevé, on le sait déjà, a priori. Tout ça pose un problème donc de dérégulation des institutions, mais c'est un autre sujet. Dans tous les cas,
Hier, la question, moi, en tant que téléspectateur, je me demandais à quoi ça sert. Alors certes, les programmes sont davantage explicités, mais là encore, il va y avoir du temps pour le candidat choisi d'expliquer son programme au premier tour, puis au second, la présidentielle. Alors il y a un contre-effet, et je m'arrête là. Le contre-effet, c'est que la droite a déjà bien dévoilé nombre de ses propositions. Certains attendent, sont aux aguets, ils n'ont rien dit. Alors, eux vont pouvoir bénéficier dans la séquence suivante d'une attractivité parce que l'offre sera nouvelle, alors que pour la droite classique, ce sera moins le cas. 20 secondes pour conclure sur ce dossier, ce débat pour rien hier ? Moi, je suis journaliste économique. Quand on a devant soi le job de sa vie qui se défile, honnêtement, vous dites « je t'aime » et vous avez le poignard dans le dos ou vous croisez les doigts. Non, c'était pas débat. Pour conclure, c'était une sortie pour l'un des deux et manifestement, elle n'a pas été... en la faveur d'Alain Juppé, c'est ça ? Non. Voilà. On continue de parler de cette primaire de la droite qui touche à sa fin. Restez avec nous, on se retrouve juste après le rappel des titres. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités pour continuer à parler de cette fin de campagne de la primaire de la droite qui s'achève ce soir par 2 meetings. On va revenir sur le débat d'hier soir et on va parler maintenant du fond. On s'arrête évidemment sur l'un des grands points de divergence entre les deux candidats. On s'attendait à ce que les points de friction viennent justement sur cette question des fonctionnaires et notamment sur la proposition de François Fillon de faire travailler les fonctionnaires 39 heures mais sans pour autant augmenter leur salaire. Écoutez. On ne fera pas, dans la fonction publique, une réforme consistant à proposer aux fonctionnaires de travailler 39 heures, 37 heures. Ça ne se fera pas. Parce que ce n'est pas juste. Pourquoi c'est pas juste ? Parce que ce n'est pas juste. C'est juste qu'un salarié travaille 39 heures et pas un fonctionnaire. Mais un salarié qui va travailler 39 heures, il va être payé 39 heures. Mais ça dépend. Sauf des cas exceptionnels. Pas dans toutes les entreprises. Non, ce n'est pas juste. On ne peut pas demander à des fonctionnaires de travailler plus pour gagner moins. Si on veut que le pays se redresse, il faut que tout le monde fasse un effort supplémentaire. Au fond, il faut qu'on travaille un peu plus et qu'on dépense un peu moins. Je rappelle que quand on est passé de 39 à 35 heures, on n'a pas diminué les salaires au passage. Donc il y a un espace de négociation possible et moi je n'accepte pas qu'on dise à l'avance c'est impossible. Jean-Baptiste Giraud, d'accord. Pas à l'avance, on ne dit pas que c'est pas possible, mais pour autant, est-ce que c'est faisable ? Je suis journaliste économique, alors je dirais d'abord que plutôt Alain Juppé a cherché à s'attirer les voix du secteur public pour la primaire. Sur le plan économique, bien sûr que c'est possible. Un peu plus loin, un autre extrait qu'on pourrait montrer, qu'on peut revoir en replay, Alain Juppé a expliqué lui-même que lorsqu'il était Premier ministre, il avait supprimé 150 000 postes de la fonction publique et aussitôt, François Fillon lui a dit vous voyez que c'est possible, c'était 150 000 postes dans la fonction publique d'État, si on ajoute la fonction publique territoriale. Sur la suppression, on va y revenir dans un instant, mais justement, augmenter le temps de travail des fonctionnaires sans pour autant augmenter leur salaire. On l'a fait dans l'autre sens, et on l'a fait dans l'autre sens sans diminuer le salaire. Oui, on a diminué les RTT, diminué les jours de récupération. Davantage dans ce sens-là que dans l'autre. Écoutez, alors, François Fillon l'a dit, ça ne se fera pas d'un seul coup, ça se fera progressivement, s'il est président de la République, s'il remporte la primaire, mais soyons pragmatiques, ce qu'on peut retenir aussi de cet extrait, c'est qu'il dit, mais dans le secteur privé, vous croyez que c'est normal tous ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, 39 heures, 40, 41 heures, 42 heures, vous allez réclamer vos heures supplémentaires à votre patron ? Bien souvent non, les heures supplémentaires, c'est quand même aussi quelque chose d'assez théorique, et plein de gens dans le privé travaillent bien plus que le nombre d'heures qui est chez les fonctionnaires aussi, ça arrive. Enfin oui, pour former beaucoup de cadres de l'État et de la territoriale, je peux vous dire qu'ils ne sont pas à 35 heures et encore moins en 32. Les cadres. Ils travaillant parfois le week-end, donc ça, on peut le dire de tout le monde, tout le temps. Mais sur la question puisque François Fillon l'a lui-même abordé, il a évoqué les négociations, parce qu'il dit qu'il faudra discuter. Ça s'annonce difficile quand même, parce que les syndicats ne sont pas pour l'instant... Voilà, et en plus, ils prévoient ou référendum avec François Fillon. Donc là, la discussion risque d'être sérieuse et difficile, ce qui veut dire que tout ne se fera pas en 100 jours, puisqu'il a aussi ce discours d'aller très vite. Alors soit on discute, on l'a vu avec François Hollande, et ça prend beaucoup de temps, soit on va vite, mais alors on sait ce que ça peut donner dans la rue. Quelques blocages, effectivement, et quelques manifestations. Il y a eu 2 mots d'Alain Juppé. C'est pas crédible et c'est pas juste. C'est important. Ces mots sont très importants. Vous parliez à juste titre de la justice sociale et du gaullisme social. Le « c'est pas juste » est plutôt bien placé par Alain Juppé. La réponse ensuite et l'escarmouche derrière, en tant que communicante, c'est pas ce qui a retenu mon attention. En revanche, il y a quelque chose qui est très intéressant dans le C'est pas juste et dans cette séquence sur les fonctionnaires.
Et ça fait partie des coups que François Fillon portera et qui fera partie des coups les plus difficiles du débat. C'est cette fameuse phrase « Alain Juppé veut consolider le système, moi, je veux le changer ». Et ça convainc davantage l'électorat de droite Alors, qu'un Alain Juppé beaucoup plus je ne donne pas prudent. mon point de vue ou mon analyse politique, mais en termes de sociologie et d'image, effectivement, on a un politologue ici, mais il semblerait, et je vais parler au conditionnel, mais il semblerait quand même que ce positionnement assez libéral, pour ne pas dire très libéral au plan économique, relativement conservateur au plan social et assez radical donc au plan économique, corresponde à ce qu'attend une part de l'électorat de droite, et une tendance quand même de fond, de société qui n'est pas que française malheureusement, qui est aussi européenne, voire internationale, aux États-Unis notamment, une relative droitisation globale des personnalités politiques comme des programmes. Et aujourd'hui, François Fillon répond avec ce programme qui répond à certaines préoccupations. Il a su parler à cet électorat-là. Il y a le sujet de la cible, dont on reparlera. Un autre paramètre, c'est que François Fillon répète depuis des années, il le disait déjà quand il était Premier ministre, quand il a pris ses fonctions, il l'a répété pendant toute sa campagne, il l'a répété hier soir, il le répète à chaque meeting. La France est en faillite. Je suis à la tête d'un État en faillite et il dit je vais reprendre les commandes d'un pays en faillite. Techniquement, si on est logique, s'il remporte la primaire, s'il remporte la présidentielle, il va lancer un audit comptable version accélérée. L'audit comptable, il est fait tous les ans, même plusieurs fois par an par la Cour des comptes, on le connaît. Mais là, la différence, c'est qu'au lieu de dire cyniquement cet audit, c'est n'importe quoi, la Cour des comptes dit des bêtises, là, il va dire la Cour des comptes... Les 150 000 emplois supprimés dans la fonction publique, c'est sous son mandat. Non, sous le mandat, c'est François Fillon. C'est la RGPP, ça s'appelle. Donc là aussi, il y aura sans doute de belles discussions dans la suite de la campagne. Nous n'en sommes qu'aux primaires. Et sur ces points par rapport à la droitisation de l'électorat, quelques petits bémols à ce qui a été dit, mais entièrement d'accord. La droitisation, elle se fait aussi beaucoup sur les enjeux dits identitaires de sécurité. Et peut-être qu'on mélange tout. C'est-à-dire que est-ce qu'elle se fait aussi, bien sûr, sur le libéralisme économique. Là, en France... 51% des votants ont dit qu'ils avaient choisi Fillon pour ses solutions en matière de chômage et d'emploi. Enfin, les sondages sortaient les urnes. De voir la suite quand même. La campagne va se dérouler et le programme de François Fillon sera mieux connu et toute une partie de la droite et des centristes, d'ailleurs certains candidats putatifs attendent, au centre droit semble-t-il, vont aussi pouvoir s'exprimer. Donc à voir. Et puis il y a les indépendants aussi. Les indépendants. Alain Juppé hier a envoyé un signal aux indépendants qui est un électorat de droite, les artisans, les commerçants, ce que n'a pas fait François Fillon. Il y a beaucoup d'inquiétudes et sur les indépendants, il y a aussi le Front National qui est un concurrent très sérieux pour la droite classique. Donc tout ça va se jouer pendant la période qui s'ouvre. C'est après, effectivement. Pour conclure juste cette période de débat, il y a un autre chiffre donc symbolique. Vous avez parlé des suppressions de fonctionnaires. C'est ce fameux chiffre 500 000 avancé par François Fillon. Est-ce que là aussi c'est possible? Est-ce que c'est crédible? On les écoute. Je rappelle que quand Alain Juppé était Premier ministre en 1995, il y avait 1 million de fonctionnaires de moins qu'aujourd'hui. Depuis 25 ans, les collectivités locales ont recruté 1 million d'emplois publics supplémentaires. On va continuer jusqu'où? Et est-ce que depuis, la situation s'est améliorée? Est-ce que les Français sont mieux soignés? Est-ce qu'ils sont mieux éduqués? Est-ce que la sécurité est meilleure? Non. Je dis que supprimer 500 000 emplois, ça veut dire ne recruter aucun infirmier. Je pense aussi aux policiers, aux gendarmes ou aux enseignants. Et ce n'est pas possible parce qu'une organisation ne peut pas vivre sans recruter régulièrement de nouveaux collaborateurs. Et je pense à tous les jeunes qui sont en train de préparer des concours et à qui on va dire pendant 5 ans, il n'y aura pas de recrutement quand vous avez passé le concours. Et oui, il dit une chose importante, là, Alain Juppé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 500 000 postes en moins. Ça veut dire qu'on bloque les concours pendant combien de temps? 5 ans? Ça veut dire qu'on ne renouvelle pas la fonction publique? C'est ce que dit Alain Juppé. Il a aussi évoqué le flou sur est-ce qu'on licencie ou est-ce qu'on attend les départs en retraite non remplacés. Il est vrai que là, le message méritera clarification. Bon, une chose est effective, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans certains services de l'État qui ne sont pas l'éducation nationale, quoique, qui ne sont pas la défense ou la police ou la justice, puisque là, il y a eu des recrutements. Dans les autres secteurs, y compris le périmètre régalien, par exemple les préfectures, c'est la colonne vertébrale de l'État central. Vous avez eu moins 3 500 emplois temps plein si vous prenez la RGPP plus ce qui a été fait depuis 2012. Donc là, si on en enlève encore,
autant dire qu'il faut fermer des sous-préfectures et des préfectures, Voilà. ça sera plus simple. Donc là aussi, c'est assez contradictoire comme proposition. Moi, j'aimerais qu'on rappelle un autre chiffre. On a 2200 milliards d'euros de dette, on a une croissance atone, on a un chômage largement au-dessus de la moyenne européenne. Lorsque vous prenez les commandes du navire, vous êtes obligé de regarder ce que vous avez dans la soute à charbon et le nombre de passagers que vous transportez et si vous avez de la gîte. Ça tombe bien, on a de la gîte, on n'a plus de charbon et on a trop de passagers Même si à le transporter. programme de François Fillon l'admet lui-même, c'est encore creuser le déficit public de la France. À un moment, il y a un moment où vous êtes obligé de réinvestir pour colmater les brèches, colmater les fuites. Je vais vous dire, très honnêtement, celui qui aujourd'hui est capable de dire qu'ils vont faire exactement ce que l'un et l'autre ont promis, c'est surréaliste. Ce qui va se passer, c'est qu'une fois que l'un ou l'autre, comme Donald Trump, une fois que l'un ou l'autre seront aux affaires, l'un ou l'autre ou Ça va un temporiser candidat comme de gauche, Donald Trump dès les premiers jours, vous pensez? vous êtes obligé d'annoncer que vous allez faire quelque chose, et puis une fois que vous avez les manettes et que vous voyez que tous les voyants ne sont pas exactement comme vous avez prévu qu'ils soient, que certaines manettes sont bloquées, vous faites autre chose. À ceci près que François Fillon est un petit peu plus au courant des manettes, comme vous dites, que Donald Trump, non? Oui, honnêtement, oui, bon, écoutez. Après être passé 5 ans à Ça pose quand Matignon. même un problème parce qu'il a raconté justement qu'il ne voulait pas faire de la politique comme Trump et que lui voulait un discours de vérité. Alors si ce que vous dites se produit... Mais quand une manette est bloquée, elle est bloquée. Et on a vu à quel point ça avait desservi François Hollande quelque part, qui était beaucoup plus prudent, en plus que Fillon aujourd'hui sur certains points. Or, le retour de manivelle sur le mode, vous avez fait campagne très à gauche et vous nous faites un gouvernement social-démocrate timoré. Alors, si François Fillon s'engage dans ce genre de choses... en tout cas, réduire le nombre de fonctionnaires, c'est inéluctable, c'est une nécessité. La barre sera difficile à tenir. Hein. Allez, on va s'intéresser aux 2 meetings des candidats ce soir. On va tout de suite se rendre à Paris, porte de Versailles, rejoindre Julien Arnaud. Vous allez suivre pour nous le meeting de François Fillon. À quel genre de meeting peut-on s'attendre ce soir ? Eh bien, dernier meeting pour François Fillon, ici, porte de Versailles. Et vous le voyez, vous l'entendez même peut-être, puisqu'ambiance jazzy pour le moment, c'est Norah Jones dans les enceintes. Ultime préparatif, ultime réglage pour la sono, les écrans ou encore les drapeaux sont en train d'être installés. C'était aussi donc de fait la dernière journée de campagne pour le candidat, le député de Paris, à Paris. Une journée, on va dire, tout en symbole. Tout d'abord, à la mi-journée, il y a eu cette rencontre avec Monseigneur Mosché, c'est l'archevêque de Mossoul et de Karakoche. Au centre des discussions, les chrétiens d'Orient, une thématique qui tient cher à François Fillon. Et puis un petit peu plus tôt, là aussi, une visite tout en symbole, de visite, déplacement dans une entreprise high-tech, comme donner un aspect plus moderne à la candidature de François Fillon, essayer de casser cette image réactionnaire, conservatrice qui lui colle à la peau. Et puis pour la petite anecdote, sachez que pendant ce déplacement, a été diffusée la chanson de Renaud, Toujours debout. Alors les paroles, vous les connaissez peut-être, toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane. Au même moment, lui, Alain Juppé, à la super pêche. Bref, cette primaire, c'est peut-être une histoire de fruits. On continue dans les symboles. Merci beaucoup Julien Arnaud. Vous suivrez donc le meeting de François Fillon pour LCI. On va se rendre maintenant à Nancy, rejoindre Camille Collin. Vous allez suivre la réunion publique d'Alain Juppé tout à l'heure, donc à partir de 19h. Pourquoi avoir choisi Nancy ? Eh bien, c'est une très bonne question. Là, justement, posée aux équipes d'Alain Juppé qui nous ont expliqué que Nancy, c'était une ville moyenne dans laquelle, tout simplement, le candidat n'était pas encore venu faire campagne. En réalité, on le sait, c'était une ville, un agenda qui avait été choisi en cas d'affiche de second tour. Sarkozy, Juppé, une position dans laquelle Alain Juppé aurait été plus confortablement installé, aurait pu mener sa stratégie de rassemblement, car vous le savez peut-être, à Nancy, le maire est un centriste, c'est Laurent Hénart qui prendra d'ailleurs la parole tout à l'heure avant Alain Juppé. Mais voilà, François Fillon s'est invité dans ce deuxième tour et les équipes d'Alain Juppé n'ont tout simplement pas changé de programme. On s'attend donc aux mêmes arguments que d'habitude en meeting chez Alain Juppé, rassemblement, vote utile. Ce soir, c'est finalement sa dernière carte à jouer, au risque, nous expliquent ses équipes, évidemment, de ne pas séduire les électeurs de droite. Il termine donc sa campagne comme il l'a commencé et comme il l'a menée ces derniers mois, une campagne très présidentielle, peut-être pas assez primaire. Voilà en tout cas l'analyse de ses adversaires. Oui, merci beaucoup Camille, et sachez que ces 2 meetings, vous pourrez les suivre sur LCI à partir de 19h. Camille Collin disait quelque chose d'important, effectivement. Est-ce que Alain Juppé ne s'est pas trompé de campagne, finalement ? En termes d'image et de communication uniquement. Ce qui est important aujourd'hui, de toute façon, on ne peut pas l'éviter maintenant. Non, mais l'image et la communication, c'est toujours essentiel. Après, il y a le fond aussi, et les aspects programmatiques.
c'est important la cohérence en communication. On dit souvent qu'une campagne, mais aussi pour des produits, des services, ça fonctionne bien quand on est dans son ADN, quand on a des messages, un positionnement qui correspondent à une réalité. En ça, pardon, mais c'est facile de refaire l'histoire, Alain Juppé a mené une campagne depuis 2 ans qui ressemble à Alain Juppé. François Fillon a mené une campagne qui ressemble à François Fillon. C'est un pilote de course, il était au paddock, il a accéléré. Ça ressemble à François Fillon, qui était plutôt un homme qui n'est pas féru des médias, qui a travaillé en profondeur et qui a fait une sortie finale assez étonnante. En ça, ces campagnes sont des belles campagnes parce que ce sont des campagnes qui ressemblent au candidat. Aujourd'hui, c'est vrai que il est obligé d'aller jusqu'au bout, Alain Juppé. Prenons l'inverse, on fait quoi? On annule le meeting de Nancy et on dit aux Nancéens, excusez-moi, vous n'êtes pas important, adieu la place Stanislas, on arrive à Paris et donc on fait ce qu'on a dit qu'il ne fallait pas faire pendant toute la campagne, c'est-à-dire parler qu'à Paris. Donc il est aussi dans un agenda de campagne, Alain Juppé, et il l'emmène jusqu'au bout. Et la vraie question qu'on peut se poser, c'est à 48 heures de l'échéance, imaginons-nous un retournement, etc. Les gens auraient-ils compris? On a eu du mal à reconnaître un peu Alain Juppé entre les 2 tours avec cet énervement, ces offensifs dialogues face à François Fillon. C'est important de ne pas perdre son authenticité, son ADN et ce qu'on est, parce qu'au final, on perd les électeurs. Effectivement. Donc en ça, il doit tracer le sillon qui a été tracé pour lui. Évidemment. Et changer de ligne aujourd'hui à 48 heures des échéances, d'abord, c'est extrêmement compliqué. Et puis il faut penser aussi aux signaux qu'on envoie. Exactement. Mais est-ce que ces 2 meetings-là, d'un côté et de l'autre, vont pouvoir quand même changer la donne ce soir? Au meeting, est-ce que ça change la donne? L'écart est très important depuis dimanche dernier. C'est très dur pour Alain Juppé. Il était piégé, Alain Juppé, en fait. S'il continuait sa campagne comme au premier tour, on expliquerait à l'envi depuis une semaine, Alain Juppé n'a pas compris le sens du premier tour et il continue à penser qu'il va gagner. Et donc, il est trop en retrait, trop mou, ce que vous voulez. Il change pour s'adapter à la situation et on l'accuse d'être agressif. Franchement, il faut se rappeler ce que sont les campagnes agressives de 88, Chirac-Mitterrand, de ce que sont les campagnes agressives lorsque Nicolas Sarkozy est dans le jeu. Franchement, Alain Juppé a posé quelques questions, ce qui d'ailleurs quand même interroge sur l'interprétation et la surinterprétation qu'on a des démarches. Parce que tout le monde s'est mis à dire Alain Juppé est agressif. Ouais. Alain Juppé, c'est la castagne. Enfin, franchement, c'est excessif. C'est pas du tout le cas. Donc ça pousse Alain Juppé ensuite hier au débat à changer 3 fois en une semaine de posture, le candidat qui rassemble, le candidat qui cogne un peu, puis qui redevient le candidat à François Fillon. On était dans les mêmes gouvernements. Donc là, l'électeur, il est perdu et il se dit, bon voilà, et donc aujourd'hui, Alain Juppé termine sa campagne avec des symboles qui comptent dans sa vie politique, je pense. Oui, ça peut être presque pour sa vie politique. En psy, ça s'appelle juste la double contrainte, le double bind. Il est exactement là-dedans. Quoi qu'il fasse, il était un peu condamné. Il changeait de posture radicalement, comme il a essayé de le faire pour entrer dans une offensivité. Il était condamné, on ne le reconnaît pas. Il restait leader un peu mou au-dessus de la mêlée. On aurait dit exactement ce que vous disiez. Il n'est pas descendu dans la mêlée. Ouais. Et Jean-Baptiste Julien. C'est vraiment un sujet de psychologie, effectivement. Peut-être qu'on va l'étudier pendant quelques années dans les écoles de psycho. C'est vrai que c'est fascinant, à ce point-là. Effectivement, il y a quelque chose qui se joue. Vous vous levez dimanche matin et vous êtes le candidat favori. Favori de la primaire. Vous êtes le favori dans les sondages depuis des années et des années dans l'esprit des Français. Et le soir, vous recevez une armoire sur la tête. Vous découvrez que celui qui était à 8% il y a 3 mois, qui était à 20% il y a 10 jours, est passé devant vous à toute vitesse. L'image de la Formule 1 est parfaite, est à 44, à presque le double de votre score. Et là, vous aviez Joie qui était aux manettes, pour ceux qui connaissent le dessin animé vice-versa. Vous avez Joie qui était aux manettes. Joie, allégresse, vous êtes le futur président de la République et tout d'un coup, on vient de vous piquer votre job, le job de votre vie. C'est dégoût et colère qui sont aux commandes. Et dimanche soir, clairement, lorsque vous prenez la parole et que vous dites « j'ai décidé de continuer, j'ai décidé de ne pas abandonner le combat », j'ai décidé de continuer le combat, ce qui sous-entend qu'il avait envisagé l'abandonner. Le mot combat et continuer, c'est surréaliste. Il est gouverné par la colère, avec toute l'aide que l'on peut lui apporter autour pour essayer de le canaliser. Il s'est mis en colère mardi soir. J'ai regardé sur LCI. Le discours dans ce meeting était
très coléreux. On va voir ce soir s'il est coléré. À Nancy, justement. Il y a Et on le verra un sur problème LCI. de cible et il l'a un peu reconnu quand même. Il l'a reconnu, effectivement. Merci à tous les trois d'être venus en parler sur notre plateau. Donc, meeting à suivre à 19h sur LCI. Et sachez qu'Yves Calvi parlera de cette dernière ligne droite de la campagne de la droite, justement, de la primaire de la droite. Ce sera dès 17h30, notez-le, donc sur LCI. Merci à tous. Le journal, tout de suite, 17h.